faut le faire aujourd'hui avec une pilote de ligne, une autodidacte. Elle a d'abord commencé par le fret au Gabon avant de basculer sur des vols commerciaux et de devenir l'une des premières femmes à intégrer la compagnie Air Atlantique. Elle est aujourd'hui pilote pour Air Corsica et vole à bord d'un Airbus A320, l'avion de ligne le plus vendu au monde. Bonjour Maëla Manach. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, à 2 pas de l'aéroport d'Ajaccio, près des pistes d'atterrissage. Ça va faire 20 ans que vous êtes pilote. C'est quoi exactement ce métier ? C'est quelqu'un qui va, en coopération avec l'équipage, organiser et piloter un vol pour transporter du passager, du fret. À Air Corsica, vous volez le plus souvent, voire uniquement, avec l'Airbus A320. Quelles sont les particularités de cet avion ? À quoi il ressemble, par exemple ? C'est un avion qui fait environ 70 tonnes, qui peut transporter jusqu'à 186 passagers en fonction des avions. C'est un avion biréacteur et qui sert pour la compagnie aérienne à faire du transport sur la France ou pour l'Europe. C'est quelque chose dont l'Europe, la France aussi, peut être fière. 35 ans après son premier vol en février 1987, l'A320 est devenu l'avion le plus vendu dans le monde. Son constructeur Airbus, bien sûr. C'est un avion qui a déjà quelques dizaines d'années, mais qui à l'époque était très en avance sur son temps. Donc on a une qualité de pilotage qui est très agréable. Ça en fait sa particularité. On va parler du décollage. Dans l'avion, en cabine, les passagers redressent leurs tablettes, attachent leur ceinture. L'avion est prêt à partir. Ladies and gentlemen, good morning on behalf of Air Corsica. Captain Anna Orsi and his crew welcome you on board the Airbus 320 Neo Isandjina. We will be looking after your safety and comfort during this flight to Paris-Orly Airport. Pour vous, dans le cockpit, qu'est-ce qui se passe en tant que pilote ? Alors, le décollage en lui-même est préparé en amont par les pilotes. On prépare la machine, on doit rouler. Le roulage est déjà une étape qui va demander beaucoup de concentration. Là, on arrive ce qu'on appelle au point d'arrêt. Le contrôle aérien va nous donner l'autorisation d'alignement, puis l'autorisation de décollage. Et nous allons mettre les moteurs avec une poussée prédéterminée pour permettre à l'avion de décoller. Préparez-vous pour le décollage. Est-ce qu'il y a une checklist avant de décoller ? Il y a des checklists tout le temps. Notre travail est basé sur un contrôle répété. C'est-à-dire que je vais faire une action et le commandant de bord va vérifier mon action. Le commandant de bord va faire une action, je vais vérifier son action. Voilà, et tout est doublé. Et à chaque étape du vol, on a une checklist qui nous permet de vérifier que les actions essentielles ont été effectuées. Au bout de quelques minutes, après le décollage, quand on est passager, on entend « vous pouvez déplier vos tablettes », vous pouvez enlever votre ceinture. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans le cockpit à ce moment-là, si nous, on peut avoir cette phase de relâchement ? C'est-à-dire que la phase initiale de décollage est terminée. En fin de compte, sur tout le profil de vol, il y a des périodes où, en tant que pilote, on va être très sollicité. Et il y a des périodes où on va être plus en surveillance. Et ça va être à nous de gérer notre charge de travail en fonction de ces périodes de vol. Le décollage est une période de vol qui nous demande beaucoup de concentration. C'est le pic d'attention, c'est au moment du décollage. Alors, il y a d'autres périodes de vol qui vont nous demander des pics d'attention, mais celui-ci en est un, oui. Donc le premier moment à risque, disons, est passé. Dans la cabine, les stewards ou les hôtesses proposent une boisson, quelque chose à manger. Vous, qu'est-ce que vous faites pendant le vol ? À quoi vous restez attentive ? Alors, après le décollage, vous avez la phase de montée, puis une phase de croisière. Et effectivement, ce sont des phases qui sont plus des phases de surveillance, d'échange avec le contrôle. Le contrôle aérien ? Le contrôle aérien, oui. Où on va, un peu comme avec votre voiture, suivre des points GPS pour avancer vers notre destination. Et on est toujours avec un certain niveau de vigilance. Voilà. Si le vol se passe bien, c'est aussi parce qu'il y a eu tout un travail en amont. Comment ça se passe, cette phase de préparation ? Qu'est-ce qu'il faut prévoir ? Qu'est-ce qu'il faut organiser ? Donc on a un planning qui est établi, on a une heure de décollage prévue et pour l'équipage, on est censé se rejoindre une heure avant en salle de PN, personnel navigant. 18h30, l'heure du briefing des PNC, le personnel navigant commercial. Un moment clé, primordial pour le bon déroulement du vol. Et on va se diriger vers le trafic qui va nous remettre un dossier de vol. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce dossier de vol ? On trouve un premier document concernant les passagers, avec le nombre de passagers, les particularités des passagers, comme les passagers handicapés en fonction de leur degré de handicap. Ensuite, on va avoir un PVE, un plan de vol d'exploitation,
qui va être un peu comme une carte de route. Ça veut dire qu'on a tous les points sur la route qu'on va devoir respecter. On a aussi l'immatriculation de l'avion, une carte des vents qui va nous donner des indications sur ce qu'on va pouvoir rencontrer au moment des différentes phases de vol, comme la montée, la croisière, la descente. Et puis quand vous sortez les éléments pour faire un service pour le personnel navigant commercial, et il vaut mieux les laisser arriver dans l'avion que de les sortir s'il y a un risque, par exemple, de turbulence assez important. Retournons sur le vol Ajaccio-Paris, tout se passe bien. Les passagers aperçoivent la ville, on se rapproche de l'arrivée. C'est l'autre moment clé du vol, j'imagine, pour un pilote. Comment vous préparez toute cette phase ? Je crois que le secret de notre travail, c'est l'anticipation. Donc ça va être dès la fin de la croisière où on va préparer l'approche puis l'atterrissage. Concrètement, on va prendre une dernière météo du terrain de destination. On va vérifier que le terrain est accessible. On va déterminer un point de début de descente. Et si ça se passe bien, on atterrit. L'atterrissage, c'est aussi un moment qui peut être périlleux. Qu'est-ce qu'il faut éviter quand on est pilote ? Nous, ce qu'on nous demande en tant que pilote, c'est des critères de stabilisation. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine altitude, 500 pieds, on vous demande par exemple d'être stabilisé, avec une vitesse, avec des seuils de tolérance respectés, les checklists effectuées. À partir de là, je pense qu'on estime que le risque, il est faible et que vous pouvez poursuivre. Au moment de l'atterrissage, quels sont vos échanges avec la tour de contrôle ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce qui s'échange ? On a toujours un échange avec le contrôle aérien. On a besoin de ce contrôle pour réguler tout le trafic, que ce soit au sol et après toutes les phases de décollage, d'atterrissage, en vol, en croisière, tout est géré par le contrôle. Si nous n'avons pas l'autorisation d'atterrissage par le contrôle, on fait une remise de gaz. Pour un passager, souvent la perception qu'on a d'un bon atterrissage, c'est un atterrissage souple, où le choc est le moins violent possible, ou presque on ne sent rien. Est-ce que c'est la même chose pour un pilote ? Pas du tout. Pas du tout. Un bon atterrissage est un atterrissage qui est effectué en toute sécurité. Parce qu'un atterrissage qui est doux est en général un atterrissage qui utilise plus de distance. Et la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, recommande un atterrissage plutôt... musclé ? Non, pas musclé, mais un atterrissage franc. Souvent, il y a la perception, il y a même des sketchs de comiques là-dessus. Lorsqu'un pilote atterrit, il peut être parfois applaudi par les passagers. Moi, j'arrêterai d'avoir peur en avion le jour où on arrêtera d'applaudir les pilotes parce qu'ils ont réussi l'atterrissage. Bientôt, ils vont les faire. Oh, 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 oh. L'autre, il va se chauffer, il va redécoller, tu vas voir. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? C'est une image qui est complètement éculée, ça vous fait plaisir si vous l'entendez ? Alors en général, on ne l'entend pas, parce que les portes sont fermées. Et on a le personnel navigant commercial qui nous le dit. Donc ça fait plaisir parce qu'on est conscient qu'on a une chance incroyable. Moi, je pilote une machine géniale qui fait 70 tonnes. Je suis contente de pouvoir faire partager ça aux passagers. Mesdames et messieurs, il est 20h25 à Paris-Orly. La température est de 10 degrés. Dans quelques instants, vous pourrez quitter l'appareil par la porte avant gauche. PNC aux portes, désarmement des toboggans, contrôle de la porte opposée, merci. Maëla Manati, on va faire un petit bond dans le passé. Vous faites ce métier depuis une vingtaine d'années. Pourquoi vous avez voulu devenir pilote ? J'ai un parcours un peu particulier parce que mes parents étaient déjà dans l'aéronautique. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents ? Mon père était pilote instructeur. Il avait monté une école de formation de pilote de ligne. Ma mère était hôtesse de l'air et dans le milieu aéronautique aussi. Vous êtes tombée dans la marmite quand vous étiez petite. Exactement. Ouais. Et la question, ça a plutôt été, est-ce que je suis vraiment sûre de vouloir faire pilote pour les bonnes raisons ? Vous commencez à exercer à 24 ans, d'abord sur du fret, c'est-à-dire que vous transportiez des marchandises. Qu'est-ce que ça change pour vous, ça, en tant que pilote ? Alors là, c'était ma première expérience. Donc, j'étais une petite Française qui parlait l'anglais comme une vache espagnole et qui s'est retrouvée à Libreville, au Gabon. Et déjà, tout ça, ça change beaucoup de choses. Après, le fret, vous n'avez pas les passagers à gérer. C'est des contraintes un peu différentes. C'est-à-dire que vous vous engagez à transporter de la marchandise pour des entreprises, vous n'avez pas des gens à bord, le travail n'est pas forcément le même. Et le fait de commencer à Libreville, au Gabon, dans votre carrière de pilote plus tard, qu'est-ce que ça vous a apporté avec le recul ? C'était des conditions de travail qui, pour moi, jeune femme européenne, qui n'était jamais sortie de sa France natale, assez extrêmes.
Et je pense que ça m'a permis de prendre confiance en moi, de découvrir des conditions de vie, des conditions de travail assez extrêmes. Vous êtes une autodidacte, vous avez suivi des cours par correspondance avant de passer vos examens théoriques en candidate libre. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Je pense que c'était pour tester ma motivation. Comme j'avais pas de ressources financières, j'étais obligée de demander à mes parents de pouvoir m'aider. Et je crois que mon père avait quelques doutes sur ma motivation. Donc il m'a mis à l'épreuve en me disant passe les théoriques de la TPL et puis après on verra. Qu'est-ce que c'est la TPL ? Ce sont tous les examens théoriques à passer avant de pouvoir accéder à la formation pratique. Vous faites ce choix qui est un choix payant et puis vous intégrez ensuite une école pour votre formation pratique. En quoi ça consiste cette école ? Qu'est-ce que vous y apprenez ? Vous commencez à découvrir l'avion, on est des manœuvriers, donc à apprendre à piloter. Vous servez de vos mains en fait. Exactement. Et de nos pieds. Pourquoi de vos pieds ? Eh bien parce qu'on a des palonniers qui servent à maintenir l'axe de l'avion. On pilote avec nos mains et nos pieds. C'est pareil que sur un bateau. Sur un bateau, en général, c'est sous la coque et ça trempe dans l'eau. Ouais. Là, c'est au-dessus de la coque et ça trempe dans l'air. C'est relié au palonnier, aux 2 pédales. Du pied à droite, le nez de l'avion chasse à droite. D'accord. Au neutre, on va tout droit. Du pied à gauche et on va vers la gauche. Ça, c'est votre trajectoire à vous, mais si quelqu'un vient vous voir et vous dit, un petit garçon, une petite jeune fille, vous dit « moi, je voudrais devenir pilote plus tard », qu'est-ce que vous lui conseillerez comme parcours ? Je lui conseillerais de passer soit par l'École nationale de l'aviation civile, qui a 3 ou 4 filières différentes. Ensuite, vous pouvez commencer une partie de votre formation en vous la payant et après accéder aussi au concours de l'ENA, qui a à peu près 25 élèves par an. L'avantage de cette école, c'est que c'est une école nationale qui est reconnue, dont la formation est de qualité. Et en général, ça vous permet après de pouvoir trouver du travail plus facilement parce que vous arrivez avec un niveau de compétence qui correspond à ce que les compagnies aériennes recherchent. Sinon, vous avez des filières militaires, soit de carrière, soit sous contrat, qui vous permettent au bout de 10 ou 20 ans de faire un virage vers le civil. En tout, combien de temps il faut pour devenir pilote ? C'est variable. C'est variable parce que si vous intégrez des formations style l'ENAC, je pense que ça doit être autour des 2-3 ans, 2 ans. Si vous faites une formation que vous rémunérez, ça va dépendre de comment vous organisez votre formation. Voilà, je pense que autour de 2 ans, c'est un laps de temps raisonnable, moyen. En 2003, vous faites partie des 2 premières femmes à intégrer la compagnie Air Atlantique en tant que pilote. Est-ce que c'est plus difficile de faire ce métier quand on est une femme ? Oui. Oui, alors après, je ne fais pas partie des nouvelles générations. Vous avez 44 ans aujourd'hui. Tout à fait. Je tiens à signaler que j'ai beaucoup de chance parce que la compagnie pour laquelle je travaille depuis plusieurs années est une compagnie avec laquelle, Air Corsica, je n'ai jamais rencontré ce genre de problème. Mais effectivement, au niveau des recrutements... Je fais partie d'une génération où on n'était encore pas beaucoup à vouloir faire ce métier. Et donc, je crois que les hommes n'avaient pas trop l'habitude de voir des femmes dans les formations, dans les postes. Ensuite, j'ai déjà rencontré des difficultés de personnes qui ne voulaient pas travailler avec des femmes, clairement. Des gens qui étaient des anciens militaires, qui n'avaient jamais vu de femmes dans un poste et qui trouvaient ça une aberration. Il faut amener ces gens-là à vous accepter et à vous accepter. Comment on fait ça ? Comment on surmonte cette difficulté ? Je suis un pilote, je ne suis pas une femme. Voilà. On arrive dans un poste, je ne suis pas avec un homme, je ne suis pas avec une femme, je suis avec un pilote. C'est aussi un métier qui peut être prenant, stressant, chronophage. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est pilote dans sa vie quotidienne ou dans son métier ? On vit en décalé. Ça commence à être un peu un challenge, par exemple, quand vous avez des enfants, qu'il faut les faire garder, qu'il faut concilier la vie professionnelle et la vie privée. On a parlé de tout ce qui peut être difficulté dans ce métier, mais à l'inverse, quand est-ce que vous prenez du plaisir ? Waouh ! Alors, c'est tous ces paysages merveilleux qu'on peut voir depuis notre poste. Et la deuxième source de satisfaction, c'est lié à l'entreprise pour laquelle je travaille, Air Corsica, qui a été créée pour servir la Corse. Et pouvoir vous dire que vous êtes utile pour des gens qui vont se faire soigner sur Marseille, qui ont besoin de se déplacer, c'est vraiment une grande satisfaction. Maëlle Amanat, c'est quoi un bon pilote de ligne, si on liste rapidement les qualités qui sont nécessaires à ce métier? Un bon pilote de ligne, c'est quelqu'un à qui on va demander d'être plutôt bon dans tous les domaines. C'est peut-être la particularité de notre métier, c'est-à-dire que si vous êtes excellent dans un domaine et pas bon dans l'autre, de toute façon, il y a peu de chances pour que vous puissiez pratiquer votre métier. Quels sont les domaines alors ? Alors,
C'est pour ça que je trouve mon métier intéressant, c'est que je crois qu'il touche à pas mal de secteurs. Déjà, on va piloter l'avion, on est des manœuvriers. Ensuite, on doit avoir certaines connaissances techniques liées à la machine, à la mécanique. On nous demande d'être des gestionnaires. On nous demande aussi... Gestionnaire, c'est-à-dire avec vos équipes, vous avez un côté manager ? Oui, je pensais aussi la gestion, par exemple la gestion du carburant, la gestion du temps. Et puis il y a un côté commercial aussi. C'est un métier où vous êtes habitué parfois à faire les mêmes trajets, c'est souvent le même modèle d'avion, vous portez un uniforme, c'est parfois le même équipage. Comment on fait pour rester concentré, pour pas tomber dans une forme de routine qui pourrait être dangereuse ? Tout est codifié dans l'avion. On est des humains, on n'est pas parfait, on n'est pas des machines. Pour limiter la charge de travail et pour limiter notre besoin en ressources cognitives, beaucoup de choses sont codifiées. Humainement parlant, si on doit attaquer ce genre de ressources, elles sont limitées et elles vont nous fatiguer. Donc tout est codifié, c'est pour ça qu'il y a les checklists. Quand on parle dans un poste, on a un langage spécifique en fonction des actions qu'on va effectuer, en fonction des phases de vol. Donc cette espèce de laisser-aller, je présume que vous vouliez évoquer, il a très peu de place dans les postes. Cette concentration, elle doit être maximale aussi parce que être pilote, c'est gérer des imprévus, c'est savoir gérer des imprévus. À quel risque vous pouvez être préparé ? À plein ? Mais là, je vais faire peur à plein de gens si je le dis. Maintenant, si vous êtes préparé, vous ne ferez pas peur. Par exemple, une panne moteur. Il faut savoir qu'un avion, par exemple, un biréacteur, vole très bien sur un seul moteur. Et ça, on se forme tous les 6 mois, parce qu'on a des séances de simulateurs tous les 6 mois. Dépressurisation, ça peut aller de la perte d'un instrument, comme votre iPad qui ne fonctionne pas, à, je sais pas, une fuite hydraulique, une fuite de carburant. Admettons que vous soyez confronté à des turbulences, à une météo qui peut être dangereuse. Comment vous réagissez dans le cockpit ? Quels sont les réflexes à mettre en place ? Vous pouvez avoir des turbulences qui sont tout à fait acceptables. Après, vous pouvez avoir ce qui est des turbulences sévères. Là, on va réduire la vitesse de l'avion et un changement de niveau, d'altitude. À ce moment-là, est-ce que vous parlez aussi aux stewards, au personnel de bord ? Ah, bien sûr. Ouais. L'équipage, il est important et il n'est pas seulement constitué du personnel navigant technique. C'est aussi le personnel navigant commercial. Ici le poste de pilotage, le chef de cabine demande au poste. Madame, monsieur, nous envisageons un atterrissage en secours dans 10 minutes. Voilà, et on est une équipe. On est une équipe de 6 personnes. Il y a un chef, c'est le commandant de bord, mais c'est l'équipage entier qui travaille. Et comment se passent ces échanges ? Les échanges ont lieu tout au long du vol et de la préparation du vol. Par exemple, si ça nous arrive souvent quand on est en fin de... Je prends un exemple, mais en fin de montée, on arrive en croisière, on part d'Ajaccio vers Paris. Là, il y a un gros cumulonimbus devant nous, on va devoir faire un évitement. Où on suspecte des turbulences avant la descente sur notre terrain d'atterrissage. Le commandant de bord ou le copilote vont appeler le chef de cabine derrière en lui disant regarde, on risque d'avoir des turbulences dans 5 ou 10 minutes. Est-ce que tu as fini ton service ? Moi, je pense qu'il vaut mieux que tu commences ton service maintenant pour le finir plus tôt. Voilà, il y a toujours un échange qui se fait. Ces échanges, ça vous permet de vous améliorer aussi en tant que pilote. Comment on fait pour progresser ? Est-ce qu'on revient sur des vols passés ? Quelles sont les techniques pour s'améliorer dans son pilotage ? Oui, alors le retour d'expérience est très important chez nous. Je pense qu'il est à la base de la sécurité des vols. Qui vous fait un retour ? En fonction de nos propres vols ou en fonction des vols de toute la compagnie ? À vous ? Si par exemple on a un événement inattendu ou si on a dû faire face à une situation imprévue, on va finir notre vol et après on va en parler, on va débriefer. Ça reste au niveau de l'équipage, de l'événement. Si au cours de ce débriefing, par exemple, on se dit « Ah ouais, c'est quand même intéressant ça », on va remplir un papier avec un retour d'expérience qui va revenir au niveau de l'officier de la sécurité des vols et qui va exploiter ce papier. Et après, tous les ans, on a des stages de formation parce que la formation chez nous est continuelle, où on va se retrouver avec plusieurs pilotes et l'OSV, l'officier de la sécurité des vols, et qui, par exemple, va dire « Ah ben voilà, j'ai eu un rapport de pilote, ils ont rencontré tel événement, on a trouvé intéressant d'en discuter, ils ont réagi comme ça, on pense qu'ils ont bien fait ou ils auraient pu réagir différemment. » Il y a toujours un retour d'expérience et on essaye d'en faire profiter les collègues au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau national. Voilà. Vous avez aussi tous les ans une remise en jeu de votre licence de pilotage ? Tout à fait.
Comment ça se passe? Quels sont les examens que vous devez passer? On doit faire des séances de simulateur tous les 6 mois qui nous plongent dans des exercices prédéfinis par la Direction générale de l'aviation civile, par tout un tas de réglementations. Pour qu'il n'y ait pas de fausses notes, le simulateur permet une répétition quasi en réel. Couac et panne compris, Mehdi a eu droit à un feu moteur. Il y a un côté entraînement, c'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne va pas s'entraîner tous les jours avec des passagers à bord, par exemple à piloter un avion quand il n'y a qu'un seul moteur qui fonctionne. Je pense que ça plairait moyennement à nos passagers et qu'on en aurait beaucoup moins. Donc il faut bien le faire quelque part, on le fait au niveau du simulateur. Puis il y a quand même une partie de contrôle où, entre guillemets, on arrive à gérer ces situations-là. Et si on rencontre des difficultés, à partir de là, on peut être arrêté de vol et nos licences suspendues. Pour terminer, on a une dernière question. Quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir avant de commencer ce métier de pilote de ligne? J'ai droit qu'à un seul. Plein. Je crois qu'il y en a 3. Le premier, c'est la détermination. Au niveau de la recherche d'emploi, si vous tombez dans une période où il n'y a pas de job, on a intérêt à être sacrément déterminé pour trouver du travail et puis pour continuer à y croire. Le deuxième, c'est l'humilité. Je pense qu'on a un travail où on nous demande une forme d'excellence. Donc on est obligé de se remettre en cause, de voir quels sont les domaines où on pêche, là où on n'a pas été bon. Et puis le dernier, le conseil moi que j'aurais vraiment aimé avoir, c'est t'as toute ta place, t'es légitime. Merci beaucoup Maëla Manach d'avoir répondu aux questions de Faut le faire. Merci à vous. Faut le faire, c'est le podcast qui vous fait découvrir un métier. C'est disponible sur toutes les plateformes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous noter, ça nous permettra d'être vraiment mieux référencés. Vous pouvez aussi le partager et vous abonner sur votre application préférée. Ce podcast a été produit et réalisé par François Cesari, Théo Conscience et Stéphane Geneste.